Sais-tu ce qui change vraiment quand on vieillit? Pas les rides, pas les cheveux blancs, pas même les genoux qui craquent le matin. Ce qui change souvent de manière imperceptible, c'est la façon dont on se rapporte à soi-même, aux autres et à la vie. Et ce changement-là, on ne le voit pas toujours. Il s'installe doucement, silencieusement, comme une brume qui s'épaissit sans qu'on s'en aperçoive. Je t'invite aujourd'hui à faire une vraie pause. Pas pour regarder en arrière avec regret, ni pour anticiper l'avenir avec anxiété, mais pour observer avec douceur et lucidité certaines habitudes de ce que nous développons tous à des degrés divers au fil des années. Des erreurs silencieuses, comme je les appelle, silencieuses parce qu'elles ne font pas de bruit, elles ne se manifestent pas par une crise, une rupture ou un événement dramatique. Elles s'installent progressivement et c'est précisément pour ça qu'elles sont dangereuses. Je dis erreur, mais je préfère en réalité le mot glissement. Des glissements de comportement, de pensée, de relation à soi. Parce que personne ne choisit consciemment de se refermer sur soi-même, de cesser d'apprendre ou de laisser la peur guider ses décisions. Ça arrive à des gens intelligents, sensibles, bienveillants. Ça m'arrive à moi aussi. Et c'est peut-être ça le plus important à comprendre dès le début. Ce dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas une critique, c'est une invitation. Une invitation à regarder honnêtement certains aspects de notre vie intérieure qui méritent notre attention parce que vieillir, bien vieillir, c'est une art. Et comme tout art, il demande de la conscience, de la pratique et une certaine forme de courage. Le courage de se voir tel qu'on est sans complaisance mais sans sévérité excessive. Le courage de reconnaître qu'on peut encore changer, encore grandir, encore s'étonner de soi-même. Alors si tu m'écoutes en ce moment, peut-être dans ta voiture, peut-être en marchant, peut-être installé confortablement chez toi, je te demande juste une chose, reste ouvert à ce que tu vas entendre. Certaines choses vont peut-être te toucher de près, d'autres moins. Prends ce qui te parle, laisse ce qui ne te concerne pas. Et surtout, écoute avec la même bienveillance que tu aimerais qu'on t'offre si c'était toi qui parlais. Nous allons explorer ensemble cette erreur silencieuse que beaucoup d'entre nous font en vieillissant. 7 glissements qui, si on ne les remarque pas, peuvent progressivement nous éloigner de la vie pleine et vivante que nous méritons de vivre. Et après chacun de ces points, je te proposerai une petite piste, une réflexion concrète, quelque chose à emporter avec toi. Commençons par la première et peut-être la plus insidieuse de toutes. La première erreur silencieuse, c'est de confondre l'expérience avec la certitude. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Quand on est jeune, on est souvent humble par défaut. On ne sait pas encore grand-chose et on le sait. On pose des questions, on explore, on accepte d'être dans l'incertitude. Mais au fil des années, quelque chose change. On accumule des expériences. On a traversé des épreuves, on a vu des choses. Et progressivement, sans même s'en rendre compte, on commence à penser que parce qu'on a vécu beaucoup, on comprend tout. C'est un glissement très subtil. Il commence par quelque chose de sain, la confiance en soi qui vient de l'expérience. Mais il peut dériver vers quelque chose de plus rigide, la certitude que notre façon de voir les choses est la bonne, que nos conclusions sont définitives, que les questions auxquelles on a déjà répondu n'ont plus besoin d'être posées à nouveau. Je pense à un homme que j'ai accompagné en thérapie il y a quelques années. Il avait 62 ans, une carrière brillante, une famille aimante, et pourtant il se sentait de plus en plus seul. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai compris pourquoi. Chaque fois que quelqu'un lui proposait une idée nouvelle, une perspective différente, il avait une réponse toute prête. Oui, mais j'ai déjà essayé quelque chose de similaire. Oui, mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Oui, mais tu es encore jeune, tu comprendras plus tard. Cette phrase, tu comprendras plus tard, il la disait avec bienveillance. Mais elle fermait toujours la conversation, elle disait, en réalité, ma vision est supérieure à la tienne, ce n'était pas de la malveillance, c'était de la peur. La peur de découvrir qu'il avait peut-être tort sur certaines choses, la peur que ses certitudes qui lui avaient servi d'armure pendant des décennies ne soient pas aussi solides qu'il le croyait. Parce que c'est ça le paradoxe, plus on vieillit, plus on a besoin de certitudes pour se sentir en sécurité, et plus on s'accroche à ces certitudes, moins on est capable d'apprendre, de s'adapter, de grandir. On devient, sans le vouloir, une version figée de soi-même. Les psychologues parlent de ce phénomène sous le nom de fermeture cognitive. C'est ce besoin de clore les questions, d'avoir des réponses définitives, d'éviter l'ambiguïté. Et il tend à augmenter avec l'âge, pas parce qu'on devient moins intelligent, mais parce que notre cerveau, qui a travaillé dur pendant des décennies, cherche à économiser de l'énergie. Il préfère utiliser les cartes mentales qu'il a déjà dessinées plutôt que d'en créer de nouvelles. Mais voilà ce que j'ai appris à la fois en tant que thérapeute et en tant qu'être humain qui vieillit lui aussi, les personnes qui vieillissent le mieux, celles qui restent vivantes intérieurement, curieuses.
connectées aux autres sont celles qui ont su garder ce que les bouddhistes appellent l'esprit du débutant. Cette capacité à regarder même les choses familières comme si on les voyait pour la première fois. Cette humilité qui dit « je sais beaucoup de choses et il y a encore tellement que je ne sais pas », ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse profonde. La vraie sagesse n'est pas de savoir tout. La vraie sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait pas tout et de trouver ça fascinant plutôt qu'angoissant. Alors voici la question que je t'invite à te poser. Dans quelle mesure est-ce que tu restes ouvert à être surpris par la vie ? Est-ce qu'il t'arrive encore de changer d'avis? Est-ce qu'il t'arrive encore de dire « je ne savais pas ça, c'est intéressant ». Si oui, cultive ça, c'est un trésor. Sinon, c'est peut-être le moment de commencer à le faire. Passons maintenant à la deuxième erreur silencieuse. Et celle-ci, je l'observe très souvent. Et elle est profondément liée à quelque chose d'universel dans la nature humaine. La deuxième erreur silencieuse, c'est de laisser la nostalgie devenir un refuge plutôt qu'une ressource. La nostalgie est une émotion magnifique, je dis ça sincèrement. Il y a quelque chose de profondément humain dans la capacité à se souvenir avec tendresse de ce qui a été. Les neurosciences nous montrent d'ailleurs que la nostalgie a des effets positifs sur notre bien-être. Elle renforce le sentiment de continuité de soi, elle nous reconnecte à des moments de sens et de joie, elle peut même atténuer la solitude. Mais comme toutes les émotions, la nostalgie peut devenir problématique quand elle cesse d'être un passage et devient une demeure. Quant au lieu de nous visiter brièvement pour nous ressourcer, elle s'installe et nous convainc que le meilleur est derrière nous. J'ai une image pour ça. Imagine un jardinier qui passe ses journées à contempler les photos de son jardin tel qu'il était il y a 20 ans, au lieu de s'occuper du jardin tel qu'il est aujourd'hui. Les fleurs qui sont là maintenant, qui ont besoin d'eau, de soins, d'attention, se flétrissent pendant qu'il rêve à celles d'autrefois. Le jardin du passé était beau, c'est vrai, mais il n'existe plus que dans les photos. Le jardin du présent, lui, est vivant, il a besoin de toi. Beaucoup de personnes, en vieillissant, développent ce que j'appelle une orientation temporelle vers le passé. Elles mesurent leur vie présente à l'aune de ce qui était. Avant, j'avais plus d'énergie. Avant, les relations étaient plus simples. Avant, j'avais des projets. Et chaque comparaison fait pencher la balance en faveur du passé, rendant le présent un peu plus terne, un peu moins désirable. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est souvent une réponse à des pertes réelles. Parce que vieillir, c'est aussi faire le deuil de certaines choses. Des capacités physiques, des rôles sociaux, des personnes qu'on a aimées. Et ce deuil est légitime. Il mérite d'être traversé, pas évité. Mais il y a une différence entre traverser le deuil et s'y installer. La nostalgie saine nous dit « ce que j'ai vécu était précieux et je le porte en moi ». La nostalgie problématique nous dit « ce que j'ai vécu était si précieux que rien de ce que je vis maintenant ne peut l'égaler ». Et c'est là que le glissement se produit. Parce que cette conviction, une fois installée, devient une prophétie qui se réalise d'elle-même. Si je suis convaincu que le présent ne peut pas être aussi riche que le passé, je n'investis plus dans le présent. Je ne crée plus de nouveaux souvenirs, je ne développe plus de nouvelles amitiés, je ne m'engage plus dans de nouveaux projets. Et effectivement, le présent devient moins riche. Non pas parce qu'il l'est objectivement, mais parce que je n'y mets plus rien. La question n'est pas de nier que le passé était beau. La question est de se demander qu'est-ce que je peux créer maintenant avec ce que je suis aujourd'hui, dans la vie que j'ai aujourd'hui, pas la vie d'il y a 20 ans, pas la vie que j'aurais voulu avoir. La vie que j'ai, il y a une phrase que j'aime beaucoup, attribuée à différentes traditions, mais dont la sagesse est universelle. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je trouve cette phrase à la fois simple et profonde. Elle ne nie pas le passé, elle ne le regrette pas. Elle reconnaît simplement que maintenant est le seul moment où on peut agir. Si ce que tu entends aujourd'hui te touche, si ça t'invite à réfléchir sur ta propre vie, je t'encourage à laisser un like et à t'abonner pour qu'on puisse continuer à explorer ces questions ensemble. Ce chemin, on le fait mieux à deux. Voilà pour la deuxième erreur. Passons maintenant à la troisième, qui est peut-être celle dont on parle le moins et qui pourtant fait énormément de dégâts. La troisième erreur silencieuse, c'est de réduire progressivement son cercle de vie. Je m'explique. Quand on est jeune, notre vie est souvent vaste. On explore des lieux nouveaux, on rencontre des personnes différentes, on essaie des activités variées, on s'expose à des idées qui nous bousculent. Il y a une ouverture naturelle au monde, portée en partie par la nécessité. On doit trouver sa place, construire sa vie, nouer des relations. Mais en vieillissant, quelque chose se contracte. Doucement et imperceptiblement, le cercle de vie se rétrécit. On fréquente les mêmes endroits, on voit les mêmes personnes et on fait les mêmes activités. On lit les mêmes types de livres, on regarde les mêmes types d'émissions, on parle des mêmes sujets. Et on appelle ça trouver ses habitudes, apprécier la stabilité, savoir ce qu'on aime.
Et il y a une part de vérité là-dedans. La stabilité a de la valeur. Savoir ce qu'on aime est une forme de connaissance de soi. Mais quand cette stabilité devient rigidité, quand ce cercle se rétrécit au point de nous couper de toute nouveauté, de tout imprévu, de toute rencontre inattendue, alors quelque chose d'important se perd. Les psychologues qui étudient le vieillissement ont un concept pour ça, ils parlent de restriction du champ de vie. Et ils ont montré que cette restriction est l'un des prédicteurs les plus fiables du déclin cognitif et du mal-être chez les personnes âgées. Ce n'est pas l'âge en soi qui diminue les capacités mentales. C'est souvent le manque de stimulation, le manque de nouveauté, le manque d'engagement avec le monde. Notre cerveau est un organe qui a besoin d'être challengé pour rester en bonne santé. Comme un muscle qu'on n'utilise plus, il s'atrophie si on ne lui donne pas de nouveaux défis. Et les nouveaux défis, ça ne veut pas dire faire des choses extraordinaires. Ça peut vouloir dire prendre un chemin différent pour aller au marché, essayer un plat qu'on n'a jamais goûté, parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, lire un livre sur un souchet qu'on ne connaît pas, écouter une musique qu'on n'aurait pas choisie spontanément. Je me souviens d'une femme que j'avais rencontrée lors d'une conférence. Elle rayonnait d'une vitalité que beaucoup de personnes de 30 ans auraient enviée. Quand je lui ai demandé son secret, elle m'a souri et dit « Chaque mois, je fais au moins une chose que je n'ai jamais faite. L'année dernière, j'ai appris à faire du kayak. Ce mois-ci, je prends des cours de poterie. Le mois prochain, je vais à un concert de jazz pour la première fois de ma vie. Ce n'était pas de la performance, ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit. C'était une pratique délibérée de rester ouverte au monde, de dire à la vie « je suis encore là, je suis encore curieuse, je suis encore capable d'être surprise ». Et cette ouverture avait des effets concrets. Elle rencontrait des gens nouveaux à chaque activité. Elle avait des histoires à raconter, elle avait des questions à poser. Sa vie avait une texture riche et variée, pas parce qu'elle avait de la chance, mais parce qu'elle avait fait le choix de ne pas se laisser rétrécir. Alors je t'invite à te poser cette question. Honnêtement, est-ce que ton cercle de vie s'est rétréci ces dernières années? Est-ce que tu rencontres encore des personnes nouvelles? Est-ce que tu essaies encore des choses nouvelles? Et si la réponse est non, ou pas vraiment, est-ce que c'est parce que tu n'en as pas envie? Ou parce que tu as laissé la peur de l'inconnu, la fatigue, ou l'habitude décider à ta place? Parce que souvent, ce n'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on a oublié qu'on pouvait avoir envie. Et ça se retrouve, ça se cultive. Une petite nouveauté à la fois. La quatrième erreur silencieuse est profondément liée à notre rapport aux autres et elle est peut-être la plus douloureuse à reconnaître. La quatrième erreur silencieuse, c'est de laisser les blessures du passé définir nos relations du présent. Nous avons tous été blessés, c'est une vérité universelle. Nous avons tous connu des trahisons, des déceptions, des abandons, des malentendus qui ont laissé des traces. Et ces traces, avec le temps, peuvent devenir des cicatrices épaisses qui nous protègent en certaines mais qui nous empêchent aussi de laisser entrer la chaleur. En vieillissant, on a eu plus de temps pour accumuler ces blessures. Plus d'années, plus d'expériences douloureuses, plus de personnes qui nous ont déçus. Et si on n'y prend pas garde, on développe ce que j'appelle une méfiance généralisée, une façon de regarder les nouvelles relations à travers le prisme des anciennes blessures. De projeter sur les nouvelles personnes les comportements de celles qui nous ont fait du mal, c'est un mécanisme de protection qui a du sens. Notre cerveau apprend de l'expérience. Si j'ai été brûlé plusieurs fois, mon cerveau va me signaler le danger dès qu'il perçoit quelque chose qui ressemble à une flamme. C'est intelligent d'une certaine façon. Mais c'est aussi limitant parce que toutes les flammes ne brûlent pas. Certaines réchauffent. J'ai accompagné une femme qui avait traversé un divorce douloureux à 45 ans. Après une longue relation marquée par des mensonges, quand elle a rencontré quelqu'un de nouveau quelques années plus tard, elle était incapable de lui faire confiance. Pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit de mal, mais parce que son ancien mari l'avait blessée. Elle cherchait les signes de trahison partout. Elle interprétait les retards, les silences, les changements de plan comme des preuves de ce qu'elle redoutait. Et progressivement, sa méfiance a créé une distance qui a fini par éloigner cet homme, non pas parce qu'il était malhonnête, mais parce qu'il ne pouvait pas vivre sous le poids d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. Ce que j'essaie de dire avec cette histoire, ce n'est pas qu'il faut être naïf, ce n'est pas qu'il faut ignorer les signaux d'alarme, c'est qu'il faut apprendre à distinguer ce qui vient de la douleur passée. Et cette distinction, ça demande du travail. Ça demande une forme d'honnêteté avec soi-même qui n'est pas toujours confortable. La question à se poser est celle-ci, est-ce que je réagis à cette personne, à cette situation, telle qu'elle est réellement ?
Ou est-ce que je réagis à un fantôme du passé qui s'est superposé à elle? Et il y a quelque chose d'encore plus profond ici. En vieillissant, certaines personnes portent des rancœurs qui datent de décennies. Des conflits familiaux non résolus, des amitiés brisées, des injustices jamais réparées. Et ces rancœurs, elles pèsent, elles occupent de l'espace intérieur, elles consomment de l'énergie. Et elles maintiennent une relation, même si c'est une relation de haine ou d'indifférence froide avec des personnes ou des situations du passé. Le pardon, et je dis ça avec toute la nuance que ce mot mérite, le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Ce n'est pas dire ce que tu as fait était acceptable. C'est dire « je refuse de laisser ce que tu m'as fait continuer à définir ma vie ». C'est reprendre la liberté que la blessure nous avait volée. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça se fait en un jour, mais je dis que c'est possible et je dis que ça vaut la peine d'y travailler. Si ce contenu t'aide à réfléchir, à te voir avec un peu plus de clarté et de douceur, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon de me dire que ce travail a du sens et ça m'encourage à continuer à partager ces réflexions avec toi. Continuons avec la 5e erreur silencieuse. Et celle-ci touche à quelque chose de très concret, de très quotidien. La 5e erreur silencieuse, c'est de négliger le corps comme si c'était quelque chose de séparé de l'esprit. Je sais que ça peut paraître évident, voire banal, de parler de prendre soin de son corps, mais je ne parle pas simplement de santé physique au sens médical du terme. Je parle de quelque chose de plus subtil, le rapport qu'on entretient avec son corps en vieillissant. Beaucoup de personnes en vieillissant développent une relation conflictuelle avec leur corps. Elles le vivent comme une source de problèmes, de limitations, de déceptions. Le corps qui fait mal, le corps qui ne répond plus comme avant, le corps qui change de forme, de capacité, d'apparence. Et progressivement, on se déconnecte de lui, on cesse de l'écouter, on cesse de prendre plaisir à le bouger, à le nourrir avec attention, à lui accorder les moments de repos dont il a besoin. Cette déconnexion est une erreur silencieuse parce qu'elle s'installe progressivement et qu'elle a des conséquences profondes sur notre bien-être psychologique. Parce que le corps et l'esprit ne sont pas deux entités séparées, ils sont un. Ce que vit le corps, l'esprit le ressent, et ce que vit l'esprit, le corps le manifeste. Les recherches en neurosciences et en psychologie du corps sont très claires là-dessus. L'activité physique régulière est l'une des interventions les plus efficaces contre la dépression, l'anxiété et le déclin cognitif. Pas parce qu'elle distrait l'esprit des problèmes, mais parce qu'elle modifie littéralement la chimie du cerveau. Elle stimule la production de neurotrophines, ces protéines qui favorisent la croissance et la survie des neurones. Elle régule les systèmes de stress, elle améliore la qualité du sommeil. Elle renforce le sentiment de compétence et d'efficacité personnelle, mais je ne veux pas te parler de chiffres et de recherches, je veux te parler de quelque chose de plus intime. Il y a une façon de vieillir qui consiste à se battre contre son corps, à le voir comme un ennemi qui trahit, qui faiblit, qui vieillit malgré soi. Et il y a une autre façon de vieillir qui consiste à entrer dans une relation de dialogue avec son corps, à l'écouter quand il exprime de la fatigue, de la douleur, du besoin de mouvement. À le remercier pour ce qu'il continue à faire malgré les années, malgré les épreuves. Cette deuxième façon est beaucoup plus saine et beaucoup plus rare. Parce que notre culture valorise le corps jeune, performant, sans défaut, et quand notre corps ne correspond plus à cet idéal, on a tendance à s'en détourner, à l'ignorer, à le minimiser. Mais le corps a une sagesse propre, il sait quand il a besoin de repos et quand il a besoin de mouvement, il sait quand il a besoin de chaleur et quand il a besoin d'espace. Et si on apprend à l'écouter, vraiment à l'écouter, il peut devenir un allié précieux dans notre voyage vers un vieillissement bien vécu. Je pense à une pratique très simple que je recommande souvent, prendre quelques minutes chaque matin pour faire le tour de son corps, pas pour chercher ce qui va mal, mais pour simplement noter comment on se sent. Où il y a de la tension, où il y a de la douleur, où il y a de l'énergie. Cette simple pratique d'attention corporelle, pratiquée régulièrement, peut transformer notre rapport à notre corps et, par extension, notre rapport à nous-mêmes. Et puis il y a la question du plaisir. Le plaisir physique, pas nécessairement dans un sens sexuel, bien que ça aussi ait son importance, mais le plaisir sensoriel au sens large. Le plaisir d'un repas savoureux mangé lentement et avec attention. Le plaisir d'une promenade dans la nature avec tous ses sens en éveil. Le plaisir d'un bain chaud après une journée difficile. Le plaisir d'une étreinte, d'une main tenue, d'une présence physique aimante. Ces plaisirs simples, on les néglige souvent en vieillissant, on les trouve futiles ou on les oublie simplement dans le tourbillon des habitudes et pourtant ils sont essentiels, ils ancrent dans le présent. Ils rappellent que la vie a une texture, une saveur, une chaleur. Alors je t'invite à te demander quelle est ta relation à ton corps en ce moment. Est-ce que tu l'écoutes ?
Est-ce que tu lui accordes de l'attention, de la bienveillance, du plaisir? Est-ce que tu le traites comme un allié ou comme un obstacle? La sixième erreur silencieuse est peut-être la plus profondément psychologique de toutes, et elle touche à quelque chose que nous portons tous à des degrés divers. La sixième erreur silencieuse, c'est de laisser la peur de la mort paralyser la vie. Je sais que ce sujet peut sembler lourd, peut-être même inconfortable, mais je pense qu'on ne peut pas parler honnêtement du vieillissement sans parler de la mort. Parce que vieillir, c'est s'approcher de la mort. Pas de façon dramatique, mais de façon réelle. Et la façon dont on se rapporte à cette réalité influence profondément la façon dont on vit. Il y a une théorie en psychologie qu'on appelle la théorie de la gestion de la terreur. Elle dit en substance que beaucoup de nos comportements individuels et collectifs sont influencés par une peur fondamentale de la mort, souvent inconsciente. Et que pour gérer cette peur, nous développons toutes sortes de stratégies. Nous nous identifions à des groupes, des idéologies, des créations qui nous survivront. Nous cherchons à laisser une trace. Nous nous accrochons à des certitudes qui donnent l'illusion de permanence. Ces stratégies ne sont pas nécessairement mauvaises. Elles peuvent être très créatives et très utiles. Mais quand elles deviennent des mécanismes de fuite plutôt que d'intégration, elles peuvent nous couper de la vie elle-même, parce que paradoxalement, la peur de la mort peut nous empêcher de vivre pleinement. Si je suis constamment en train d'éviter de penser à ma finitude, je vis dans une sorte de déni qui m'empêche de profiter vraiment du présent. Je reportais les conversations importantes, les réconciliations nécessaires, les projets qui me tiennent à cœur, les expériences que je veux vivre. Je me dis plus tard, sans réaliser que plus tard n'est jamais garanti. À l'opposé, si je suis constamment obsédé par la mort, si chaque symptôme physique devient une alarme, si chaque anniversaire devient une source d'angoisse, je suis également coupé de la vie. Je suis prisonnier d'une peur qui consomme mon énergie et mon attention. La voie du milieu, comme dirait la sagesse bouddhiste, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'acceptation de la finitude. C'est reconnaître que la mort fait partie de la vie, que ma vie a une durée limitée et que cette limitation, loin d'être seulement une tragédie, peut être une source de sens et de motivation. Il y a une expérience que je propose parfois à des personnes qui traversent des périodes de vide ou de stagnation. Je leur demande d'imaginer qu'elles ont appris qu'il leur reste 5 ans à vivre. Pas 5 jours, pas 5 mois, mais 5 ans. Suffisamment de temps pour faire des choses, mais suffisamment limité pour que les choix deviennent importants. Et je leur demande qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Qu'est-ce que tu feras différemment? Qu'est-ce que tu cesserais de faire? À qui dirais-tu des choses que tu n'as pas encore dites? Les réponses à ces questions révèlent souvent ce qui compte vraiment. Et elle révèle aussi, parfois douloureusement, l'écart entre la vie qu'on vit et la vie qu'on voudrait vivre. La conscience de la finitude peut être un cadeau. Elle peut nous aider à prioriser, à simplifier, à nous concentrer sur ce qui est essentiel. Elle peut nous donner le courage de dire oui aux choses qui comptent et non aux choses qui ne comptent pas. Elle peut nous inviter à traiter chaque journée avec un peu plus de soin, un peu plus de présence, un peu plus de gratitude. Le philosophe Martin Heidegger parlait de l'être vers la mort comme d'une condition fondamentale de l'existence humaine. Et il disait que c'est précisément cette conscience de notre finitude qui nous permet de vivre de façon authentique, de faire des choix qui sont vraiment les nôtres plutôt que de simplement suivre le courant de l'habitude et de la conformité sociale. Je ne te demande pas de penser à la mort tous les jours, je te demande simplement de ne pas l'éviter complètement, de lui accorder une petite place dans ta réflexion sur ta vie. Parce que souvent, c'est en regardant la fin qu'on comprend mieux comment on veut vivre le chemin. Si ce voyage intérieur que nous faisons ensemble te touche, si tu sens que ces réflexions t'apportent quelque chose, pense à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ton geste peut faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un. Nous approchons de la dernière erreur silencieuse, la 7e, et je voulais la garder pour la fin parce qu'elle est, à mes yeux, la plus fondamentale. Celle qui sous-tend toutes les autres, la 7e erreur silencieuse, c'est de cesser de se raconter une histoire qui donne du sens à sa vie. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Nous sommes des êtres narratifs. C'est une des caractéristiques les plus profondes de l'espèce humaine. Nous avons besoin de raconter notre vie, pas seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Nous avons besoin d'une histoire qui donne une cohérence à notre passé, un sens à notre présent et une direction à notre futur. Les psychologues appellent ça l'identité narrative. C'est la façon dont nous construisons et maintenons un sens de qui nous sommes à travers le temps. Et cette identité narrative n'est pas figée, elle évolue. Elle se réécrit constamment à la lumière de nouvelles expériences, de nouvelles compréhensions, de nouvelles rencontres. Et
Or, en vieillissant, beaucoup de personnes font une erreur subtile mais lourde de conséquences. Elles cessent d'écrire leur histoire. Elles passent du statut d'auteur à celui de lecteur. Elles regardent leur vie comme quelque chose qui est déjà écrit, dont les chapitres importants sont derrière elles et dont il ne reste plus qu'à tourner les pages jusqu'à la fin. C'est une façon de se retirer de sa propre vie, et elle est souvent accompagnée d'un sentiment de vide, d'inutilité, de manque de sens. Parce que quand on n'est plus l'auteur de son histoire, on perd le sentiment d'avoir une place dans le monde, on perd le sentiment que ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent a de l'importance. J'ai rencontré des personnes à la retraite qui vivaient cette expérience de façon très aiguë. Pendant des décennies, leur histoire était définie par leur travail, leur rôle professionnel, leur utilité sociale. Et quand ce rôle a disparu, elles se sont retrouvées sans histoire, sans script, sans personnage à jouer, et le vide que ça créait était presque physique. Mais voilà ce que j'ai appris de ces personnes, et de toutes celles qui ont traversé cette crise de sens et en sont sorties plus riches. On peut toujours écrire un nouveau chapitre, pas le même chapitre qu'avant. Un chapitre différent, peut-être plus court, peut-être plus intime, peut-être plus silencieux, mais un chapitre qui est le nôtre. Un chapitre qui dit « Je suis encore là, j'ai encore quelque chose à apporter, ma vie a encore une direction ». Ce nouveau chapitre peut prendre 1000 formes différentes. Ça peut être s'investir dans la transmission, partager ce qu'on sait, ce qu'on a appris avec des personnes plus jeunes. Ça peut être s'engager dans une cause qui nous tient à cœur. Ça peut être développer une pratique créative, l'écriture, la peinture, la musique, le jardinage, la cuisine. Ça peut être approfondir des relations, devenir le genre de grands-parents, d'amis, de voisines, de mentors dont on aurait eu besoin quand on était plus jeune. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur du chapitre. Ce qui compte, c'est qu'il soit écrit avec intention, avec le sentiment que ce qu'on fait a de la valeur, même si cette valeur est modeste, même si elle n'est visible que pour quelques personnes. Il y a une phrase du philosophe Viktor Frankl qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé une approche thérapeutique basée sur la recherche de sens que je trouve particulièrement éclairante. Il disait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Ce pourquoi, c'est l'histoire qu'on se raconte. C'est le sens qu'on donne à sa vie. Et ce sens, on peut le trouver, le retrouver, le reconstruire à n'importe quel âge. Je pense à une femme que j'ai rencontrée lors d'un groupe de parole. Elle avait 75 ans. Elle avait perdu son mari 2 ans plus tôt. Ses enfants étaient adultes et avaient leur propre vie. Elle me disait qu'elle ne voyait plus très bien à quoi elle servait. Et puis, presque par hasard, elle avait commencé à faire du bénévolat dans une bibliothèque, à lire des histoires à des enfants de quartiers défavorisés. Et quelque chose avait changé. Elle m'a dit avec une simplicité qui m'a touché profondément « Ces enfants m'attendent ». Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'attend. Ce besoin d'être attendu, d'être utile, d'avoir une place dans la vie des autres, c'est un besoin fondamental et il ne disparaît pas avec l'âge. Il change de forme, parfois il s'exprime différemment, mais il est toujours là. Alors je te pose cette question et je t'invite à y réfléchir vraiment. Quelle est l'histoire que tu te racontes sur ta vie en ce moment ? Est-ce que tu es l'auteur de cette histoire ou est-ce que tu as laissé quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre comme la maladie, la perte, la routine, écrire les chapitres à ta place? Et si tu pouvais écrire le prochain chapitre librement, qu'est-ce que tu y mettrais? Voilà les 7 erreurs silencieuses, ces glissements que nous pouvons tous faire en vieillissant. Confondre l'expérience avec la certitude, laisser à la nostalgie devenir un refuge plutôt qu'une ressource. Réduire progressivement son cercle de vie, laisser les blessures du passé définir nos relations du présent. Négliger le corps comme si c'était quelque chose de séparé de l'esprit, laisser la peur de la mort paralyser la vie et cesser de se raconter une histoire qui donne du sens à sa vie. Je veux maintenant prendre quelques minutes pour récapituler, non pas de façon mécanique, mais pour tisser ensemble les fils de ce que nous avons exploré. Parce que ces 7 erreurs ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles font partie d'un même mouvement, d'une même tendance qui peut s'installer progressivement si on n'y prête pas attention. Ce mouvement, je pourrais le décrire ainsi, c'est le mouvement du rétrécissement de notre ouverture au monde, à l'autre, à nous-mêmes. Le rétrécissement de notre capacité à être surpris, à apprendre, à changer, à grandir. Le rétrécissement de notre horizon temporel qui se focalise de plus en plus sur le passé et de moins en moins sur le présent et le futur. Et à l'opposé de ce rétrécissement, il y a ce que j'appellerais le mouvement de l'expansion, pas l'expansion dans le sens de faire plus, d'être plus performant, d'accumuler plus d'expérience. Mais l'expansion dans le sens d'une ouverture intérieure, une ouverture à la complexité de la vie, à la richesse de l'instant présent, à la possibilité de continuer à se transformer. Vieillir bien, vraiment bien, ce n'est pas rester jeune, ce n'est pas nier le passage du temps, les pertes, les changements.
C'est trouver une façon de continuer à grandir, même quand on ne peut plus courir aussi vite, même quand la mémoire est moins fidèle, même quand certaines portes se fermaient. C'est découvrir que d'autres portes s'ouvrent, des portes vers une forme de sagesse, de profondeur, de présence que la jeunesse ne connaît pas encore. Il y a quelque chose de beau dans le vieillissement, quelque chose qu'on ne voit pas toujours parce qu'on est trop occupé à regarder ce qui s'épère. Il y a une libération possible. Une libération du regard des autres, de la pression sociale, du besoin de prouver quelque chose. Quand on a vécu suffisamment longtemps, on commence à savoir ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. On commence à avoir la permission qu'on se donne à soi-même d'être simplement soi. Carl Jung, le grand psychiatre suisse, disait que la seconde moitié de la vie est l'occasion d'un développement intérieur que la première moitié ne permettait pas. Que c'est dans la maturité qu'on peut enfin s'occuper de questions plus profondes. Qui suis-je vraiment, au-delà des rôles que j'ai joués ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi, au-delà de ce qu'on m'a dit qui devrait avoir du sens? Comment est-ce que je veux vivre le temps qui me reste? Ces questions ne sont pas des questions de vieillesse, ce sont des questions de sagesse et elles sont disponibles pour tous ceux qui ont le courage de les poser. Je pense aussi à ce que les chercheurs en psychologie positive appellent la croissance post-traumatique. C'est l'idée que les épreuves difficiles, les pertes et les crises peuvent, si on les traverse avec conscience et soutien, nous amener à un niveau de développement personnel qu'on n'aurait pas atteint autrement. Pas malgré la souffrance, mais à travers elle, pas en la niant, mais en la traversant. Beaucoup de personnes qui vieillissent ont traversé des épreuves considérables. Et ces épreuves, si elles ont été intégrées, si elles ont été données un sens, peuvent devenir une source de force, de compassion, de profondeur. Elles peuvent faire de nous des personnes plus capables d'accompagner les autres dans leurs propres douleurs, des personnes plus capables de trouver de la beauté dans les petites choses, des personnes plus capables d'être présentes, vraiment présentes, dans les moments qui comptent. Je voudrais terminer avec une image. Imagine un arbre qui a traversé de nombreux hivers. Ses racines sont profondes, ancrées dans la terre. Son tronc porte les traces de tempêtes passées, des cicatrices, des torsions, des aspérités. Ses branches ne sont peut-être plus aussi souples qu'elles l'étaient, mais cet arbre a quelque chose que le jeune arbre n'a pas encore, une présence, une solidité, une façon d'être là, simplement là, qui offre de l'ombre, de l'abri, de la beauté. Vieillir, c'est devenir cet arbre. Pas malgré les tempêtes, mais grâce à elles. Pas en effaçant les cicatrices, mais en les portant avec dignité. Et les 7 erreurs que nous avons explorées aujourd'hui, ce sont les choses qui peuvent empêcher cet arbre de développer sa pleine présence. Ce sont les choses qui peuvent le faire se recroqueviller sur lui-même, perdre sa connexion avec la terre et avec le ciel, cesser de pousser. Mais la bonne nouvelle, et c'est peut-être la chose la plus importante que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est que ces erreurs sont réversibles. Il n'est jamais trop tard pour rouvrir son esprit à la nouveauté. Il n'est jamais trop tard pour choisir le présent plutôt que le passé. Il n'est jamais trop tard pour élargir son cercle de vie. Il n'est jamais trop tard pour lâcher une vieille blessure. Il n'est jamais trop tard pour renouer avec son corps. Il n'est jamais trop tard pour regarder sa finitude en face et décider de vivre plus pleinement. Il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre, je le dis avec conviction parce que je l'ai vu. J'ai vu des personnes de 70, 80, 90 ans transformer leur rapport à elles-mêmes et à la vie. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain. Mais progressivement, avec patience et douceur, comme un arbre qui reprend de la vigueur au printemps après un long hiver. Ce chemin, il commence toujours par la même chose, la conscience. Le simple fait de remarquer, de se dire « Ah, je fais ça, je me ferme un peu ici, je m'arrête ici un peu là », sans jugement, sans sévérité, juste avec cette honnêteté bienveillante que j'espère avoir pu te transmettre un peu aujourd'hui. Et puis, après la conscience vient le choix, petit à petit, une décision à la fois, rester un peu plus ouvert, essayer quelque chose de nouveau, tendre la main, lâcher quelque chose qu'on portait depuis trop longtemps. Écrire la première phrase du prochain chapitre. Tu n'as pas à tout changer en même temps. Tu n'as pas à être parfait, tu n'as pas à avoir tout compris. Il te suffit de commencer. Là où tu es, avec ce que tu as, tel que tu es, parce que tu mérites de vieillir bien. Tu mérites de vivre une vie qui a de la texture, de la chaleur, du sens, une vie où tu continues à apprendre à aimer, à t'étonner. Une vie où le meilleur n'est pas nécessairement derrière toi, mais peut encore être devant toi, différent peut-être, mais tout aussi précieux, c'est ce que je te souhaite du fond du cœur. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci pour ton attention, pour ton ouverture, pour le temps que tu as consacré à cette réflexion. Si ce contenu t'a été utile, si tu en repars avec une idée, une question, une petite lumière que tu n'avais pas en commençant, alors ce temps a bien été employé. Je t'invite à t'abonner pour qu'on puisse continuer à explorer ensemble ces questions qui font le cœur de la vie.
Et si tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui pourrait bénéficier de ces réflexions, partage cet épisode avec lui. C'est peut-être le geste le plus simple et le plus généreux que tu puisses faire aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.